C'est un ouf de soulagement pour les familles victimes du massacre de Ngarbo, village de Tumbo, dans la région du nord-ouest Cameroun. À peine un an après le massacre dans cette localité qui avait coûté la vie le 14 février 2020 à 23 personnes, le chef de l'État Paul Biya a débloqué des fonds pour venir en aide à ces différentes familles. Le 3 février dernier, le gouverneur de la région du nord-ouest, Adolphe Lélé l'Afrique, a remis ces fonds, soit 5 millions par famille, et des denrées alimentaires constituées de riz, savon et farine à ces familles. Ces différents dons du président permettront à ces différentes familles de se reprendre en charge. Il faut souligner que ce massacre de 25 personnes, dont 15 enfants et une femme enceinte, et 2 femmes qui portaient leur bébé à main, avait créé un tollé international. L'opposition camerounaise et les organisations non gouvernementales locales accusant alors le gouvernement d'avoir perpétré ce carnage afin de lutter contre ces groupes armés sécessionnistes avaient réclamé une enquête internationale. Le gouvernement camerounais, à travers son ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, avait tout d'abord démenti les accusations quant à l'implication de soldats dans le massacre de Ngarbo et parlait de la neutralisation de cette sécessionniste. Mais l'issue d'une enquête menée conjointement par des responsables de l'armée camerounaise et des observateurs indépendants, l'implication de 4 militaires dans le massacre de Ngarbo a finalement été confirmée, comme le arguaient des acteurs de la société civile et Human Rights Watch. Les conclusions des enquêteurs, rendues publiques le 21 avril 2020 à travers un communiqué de la présidence, avaient accablé le chef de bataillon Nyangononze Charles Héré, commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée, le sergent Baba Guida, désigné comme l'ordonnateur du drame, le gendarme Sandi Cyril et le soldat de première classe Aranga. Et aux côtés de ces 4 personnes, 10 autres civils, membres du comité de vigilance qui accompagnaient les soldats dans cette opération. Selon la présidence de la République du Cameroun, les militaires impliqués dans les événements de Ngarbo avaient été interpellés et mis à la disposition de la justice militaire. Mais les 10 civils, membres du comité de vigilance quant à eux, sont toujours recherchés. Arrêté le 1er juin 2019 dans la foulée de la répression des manifestations organisées par son parti politique contre le régime au pouvoir, Mamadou Mota n'avait pas bénéficié de l'arrêt des poursuites décidées en octobre 2019 par le président de la République du Cameroun, Paul Biya, au profit des militants de l'opposition incarcérés à la suite des marches susmentionnées en raison de son implication dans la mutinerie éclatée le 22 juillet 2019 à la prison centrale de Kondengui. Dans un premier temps, le 9 septembre 2019, le tribunal de première instance de Yaoundé avait reconnu Mamadou Mota et compagnie coupables et condamnés à 2 ans de prison ferme pour rébellion en groupe, vol, tentative d'évasion, blessure sur détenu. Suite aux plaidoiries de ses avocats, un chef d'accusation avait été finalement retenu contre Mamadou Mota et compagnie à la cour d'appel du centre de Yaoundé, à savoir rébellion en groupe, et la peine du premier vice-président du MRC était passée de 2 ans à 18 mois. Au cours des 18 mois, plusieurs encres salives ont coulé à son sujet. Malgré sa détention, Mamadou Mota suivait pas à pas l'évolution politique du pays et celui de son parti. Né à Tokombéré, il a fait ses études primaires et secondaires dans la même ville. Il fait d'ailleurs partie des premiers pensionnaires du collège Baba Simon, ouvert en 1990 par les missionnaires catholiques français. À côté du programme normal, il prendra goût pour l'élevage, qui était l'une des disciplines proposées comme passerelle dans cette école. Après obtention de son baccalauréat, le leader fera un court passage à l'université de Ngaoundéré avant d'être reçu au concours d'entrée à la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Tchang. Tout ceci lui fera devenir un ingénieur et tribun. Rappelons que sa libération aux premières heures ce vendredi, accompagné de ses avocats et quelques militants du MRC, a suscité beaucoup d'émotions au sein de sa formation politique. Toujours avec la même conviction, ce dernier a rappelé que le combat continue.
En présentant l'évolution des cours des principaux produits de base exportés par les pays de la zone SEMA que sont le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad au 4e trimestre 2020, la Banque des États de l'Afrique centrale a indiqué que dans la sous-région, seul le Cameroun a exporté de l'aluminium. Et selon les données de la programmation monétaire, ce sont 49 300 tonnes qui ont été exportées par le pays en 2020 avec un prix unitaire de 1 96 600 francs la tonne. Cela revient à une valeur de 54 milliards de francs CFA encaissés par le Cameroun dans la vente de ce précieux métal. Une performance qui est par ailleurs baissière par rapport à l'année précédente où le pays avait produit près de 52 000 tonnes d'aluminium, soit une chute de 2700 tonnes entre les deux périodes. Le cours de ce métal à l'exportation était de 1 200 000 francs CFA la tonne. Le Cameroun, seul pays de la zone CEMAC à avoir effectué des exportations en 2020, avait engrangé 62,4 milliards de francs CFA. Le pays de Paul Biya a perdu près de 8,4 milliards de francs CFA entre l'année 2019 et 2020. La variation des coûts des produits de la catégorie des métaux et miniers a été nulle au cours de l'année 2020. La baisse des ventes de l'aluminium camerounais est à l'image de la conjoncture internationale marquée par la crise sanitaire du coronavirus qui a muté en crise économique. Du fait des confinements dans plusieurs pays industrialisés, l'association chinoise des constructeurs automobiles s'était attendue à ce que les ventes automobiles diminuent de 2% en 2020. Selon la même association, les gains sur le prix de l'aluminium pourraient rester limités durant l'année 2021. C'est dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations du département de la Benue, région du Nord Cameroun, qui ont des difficultés d'accès à l'eau potable, que le syndicat des communes de la Benue a établi le projet de construction de 3000 forages dans toutes les communes prioritairement. Les populations de Garoua 1er et 2e pourront également bénéficier des retombées de ce projet. Pour le préfet du département de la Benue, Oumarou Aman Wabi, les 1600 points d'eau potable dont dispose actuellement ce département sont de plus en plus insuffisants par rapport à la demande des populations et estime les besoins à plus de 3000 forages. Pour réaliser ce projet, l'autorité administrative affirme que le syndicat des communes de la Benue doit compter sur ses fonds propres, mais également sur des subventions, les dotations, les dons et les concours financiers auprès des partenaires nationaux et internationaux. Parce que compte tenu du fait que la contribution des communes en matière de l'utilisation de l'eau est de 45 millions de francs CFA par an et que le recouvrement des recettes liées à cette poche de dépenses estimée à plus de 60 millions de francs CFA par an tarde encore à prendre son envol, le préfet de la Benue croit comme fait qu'il faudra l'implication de tous ces acteurs afin de pallier à ces difficultés. À la fin de ce projet, un comité de gestion des forages et constitution des fichiers des ménages par commune devra être fait. Un montant de 300 francs CFA par ménage et par mois sera instauré comme taxe des paiements sur l'utilisation de l'eau en 2021 et ce montant est à la portée de tous, a estimé le numéro 1 du département de la Benue. 100 milliards de francs CFA, c'est la somme que Energy of Cameroon, en abrégé ENEO, l'entreprise concessionnaire de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun, a emprunté auprès d'un pool de 8 banques locales. Un financement qui permettra d'accélérer le développement de l'électricité sur le triangle national. Cette annonce a été faite le mardi 3 février 2021 à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, au cours d'une cérémonie protocolaire de signature de convention entre le directeur général d'ENEO, Eric Mensui, et les patrons des 8 bailleurs de fonds conduits par Cordo Acha, directeur général de Citibank, l'arrangeur de l'opération et co-arrangeur Marem Baye Diaye de la Société Générale, en présence de 3 membres du gouvernement, à savoir le ministre de l'économie, le ministre des finances et celui de l'eau et de l'énergie. Selon le directeur général d'ENEO, dans sa récente sortie sur la télévision publique camerounaise, le marché financier avait besoin d'être rassuré quant à la capacité d'ENEO de faire face aux échéances de ce prêt et quant au paiement régulier de l'État du Cameroun. Il a aussi ajouté que grâce à l'encaissement de 45 milliards de francs CFA en juin 2020 et au règlement régulier des factures de l'État sur les 5 premiers mois de l'année, les négociations sur ce prêt de 100 milliards de francs CFA ont véritablement pu être relancées. Cette enveloppe, issue d'un prêt à moyen terme de 5 ans au taux usuel du marché, est destinée au financement des projets arrêtés pour la période de 2021 à 2022.
notamment la poursuite du remplacement des poteaux en bois par ceux en béton, l'amélioration de l'expérience client, l'extension du réseau de distribution, l'amélioration de la qualité de service et la poursuite de l'installation des compteurs intelligents et après paiement, tout en encourageant les avancées obtenues dans le cadre de la mise sur pied de cette convention. Gaston Elundou Essomba, ministre camerounais de l'eau et de l'énergie, a rappelé à l'entreprise les exigences qui sont désormais siennes. Il s'agit de l'avènement du contrat de concession signé en novembre 2018 et de nouveaux indicateurs de performance permettant d'évaluer l'impact des investissements réalisés par Eneo sur la qualité de service. On y trouve par exemple l'augmentation de l'ordre de 20% du taux d'accès à l'électricité, la pose des compteurs intelligents et le remplacement des transformateurs. Pour rappel, cette entreprise parapublique dispose d'un plan d'investissement de 45,7 milliards de francs CFA pour le compte de l'année 2020. Cette enveloppe, initialement arrêtée à 67 milliards de francs CFA, a dû être réduite de plus de 21 milliards de francs CFA en raison des effets liés à la pandémie au nouveau coronavirus. C'est sous le thème « Faites taire les armes à feu, créer des conditions favorables au développement de l'Afrique » que 55 ministres de l'Union africaine ont participé à la 38e session du Conseil exécutif du mercredi 3 au jeudi 4 février 2021 à Addis Abeba, en Éthiopie, par visioconférence, en raison de la pandémie de nouveau coronavirus en cours. Pendant 2 jours, ces derniers se sont consacrés à l'examen d'une série de rapports, dont celui relatif à la mise en œuvre de la stratégie continentale africaine commune de lutte contre la COVID-19 et d'exposer autour des activités de différents organes de l'Union africaine au titre de l'exercice écoulé. Le Conseil exécutif s'est également penché sur le projet réalisé dans la mise en œuvre des réformes structurelles de l'Union africaine et procédé à l'élection des nouveaux membres d'organes de l'organisation continentale avec à leur tête les 6 commissaires dans l'organe exécutif de l'Union africaine. Il s'est aussi chargé de la préparation des travaux de la 34e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévue du 6 au 7 février 2021 sous le thème Art, culture et patrimoine, des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. Dans son discours d'ouverture, la chef de la diplomatie sud-africaine et présidente en exercice du Conseil exécutif de l'UA, Naledi Pandor, a déclaré que si la pandémie avait eu de graves effets sur les pays membres, elle les a également unis d'une manière qui rappelle la solidarité que l'Organisation de l'Union africaine, prédécesseur de l'Union africaine, a démontrée contre l'Afrique du Sud avec l'apartheid. Elle a souligné que le Conseil exécutif pourrait avoir besoin d'initier une réflexion dirigée par l'UA sur les prochaines étapes et la manière dont ses membres devraient coordonner leurs efforts, notamment que la crise pandémie a créé une occasion sans précédent de concevoir des réponses innovantes à de nouveaux défis et problèmes. Madame Pandor a également estimé que depuis le déclenchement de la pandémie sur le continent en mars 2020, les pays africains ont fait d'énormes progrès pour contenir la propagation du virus. L'Union africaine avait consacré l'année 2020 à la lutte contre les armes à feu en Afrique à la suite du 33e sommet de l'UA qui s'est tenu en février 2020. Le cacao demeure dans les magasins de stockage, personne ne l'achète. C'est ainsi dans la plupart des villages des planteurs de la Nawa, région du sud-ouest ivoirien et épicentre de la production du premier producteur mondial de cacao. Depuis maintenant plusieurs semaines, la filière est bloquée et les premiers touchés, les cacaoculteurs, sont justement ceux qui ne peuvent pas se permettre des mois sans salaire. Les effets du coronavirus se feraient ainsi davantage ressentir puisque les Occidentaux consomment désormais de moins en moins du chocolat, mais la pandémie ne serait pas la seule cause de cette crise cacaoyère. D'après les spécialistes du secteur, la Côte d'Ivoire, qui s'est associée au Ghana pour forcer les multinationales du chocolat à payer leurs fèves plus chères, voit aujourd'hui ses manœuvres se retourner contre elle.
Les deux pays, qui ensemble produisent près de 2/3 des fèves mondiales, ont instauré en 2020 un différentiel de revenus décent de $400 la tonne, venant s'ajouter au coût de la matière première. Un mécanisme conçu pour améliorer la condition de vie des cacaoculteurs qui, en moyenne, ne gagnent que 6% du prix d'une tablette de chocolat, plus de la moitié d'entre eux en Côte d'Ivoire vivant sous le seuil de la pauvreté. La pilule qui n'est pas vraiment passée n'a pas aidé ses producteurs. Par contre, avec le cacao qui est une denrée périssable au contraire du pétrole, la Côte d'Ivoire qui n'a ni les moyens logistiques ni financiers de les stocker, voit le temps jouer en sa défaveur. Depuis plusieurs mois, le football au Cameroun a quitté les stades pour s'installer dans les tribunaux. Le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, a saisi le secrétaire général des services du Premier ministre à travers une note claire. Celle-ci somme au ministre des Sports et de l'Éducation physique la relance dans les brefs délais du championnat de D1 et D2. La crise qui touche depuis plusieurs mois le football camerounais ne finit pas de s'enliser. En cause, le litige qui oppose la Fédération camerounaise de football à la Ligue de football professionnel du Cameroun. Le conflit entre les deux instances remonte à octobre 2019. Pour la première fois depuis le début du bras de fer entre la Fédération camerounaise de football et la Ligue de football professionnel du Cameroun, le président camerounais est intervenu dans la crise à travers le secrétaire général de la présidence de la République. Le chef d'État camerounais souhaite une solution définitive et durable entre ces deux entités. Paul Biya demande à ses collaborateurs d'engager des tractations pour sortir le football camerounais de l'impasse dans lequel l'a embourbé le conflit FECAFOOT RFPC. Dans un contexte où l'instance fêtière du football mondial sanctionne les États pour l'immixtion des politiques dans les affaires du football, Ferdinand Ngongor prend le soin de s'entourer de précautions et souligne que c'est dans la nécessité d'éviter que le Cameroun se retrouve en porte-à-faux avec la FIFA. Les autorités camerounaises entendent donc sortir de cette crise avant l'arrivée sur le sol d'une délégation de la FIFA prévue dans les prochaines semaines pour une évaluation de la situation. Ce week-end sera marqué par l'apothéose de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football. Avant la finale qui se dispute dimanche prochain au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, les inconditionnels des Lions après seront samedi soir derrière leur équipe au stade de la réunification de Bépanda. En effet, les poulants de Martin Tongoupilé, désillusionnés en demi-finale 4-0 face aux Lions de l'Atlas du Maroc, tenteront d'arracher la 3e place de cette compétition. Une équipe des imprimes dont l'encadrement technique vient d'exclure Yannick Djeng. L'indiscipline est au centre de la mise à l'écart de l'ex-sociétaire de l'Espérance de Tunis. En face, la Guinée-Conakry. Les joueurs entraînés par Konfori Lapé Bangoura, dont la dernière sortie s'est soldée sur une défaite face au Mali, 5-4 après tir au but. Pour expliquer cette contre-performance, le sélectionneur guinéen en zone mixte interviewé a évoqué la récupération très juste de ses joueurs après le match contre le Rwanda et l'interruption de l'énergie électrique lors de la séance de veille de match. Toutes ces péripéties, on l'espère, ne seront pas au rendez-vous de cette explication Cameroun-Guinée ce samedi 20h au stade de la réunification de Bépanda. 20h, heure également à laquelle se dispute la finale du championnat d'Afrique des Nations. À l'affiche, le Mali qui a déjà démontré sa réussite lors de la séance des tirs au but, notamment face au Congo-Brazzaville et à la Guinée-Conakry, sera face aux Lions de l'Atlas du Maroc qui présente une attaque pas mieux devant les buts. Au total, cette réalisation inscrite lors des 2 dernières sorties. Mali-Maroc, c'est à suivre ce dimanche 20h au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, heure d'Afrique centrale.